À 2h47, Ouagadougou ne dort pas. Le silence devient couverture, puis piège, quand un seul tir déchire la nuit. Les conspirateurs comptent sur la surprise, mais une fréquence chiffrée suivie depuis des semaines retourne leur scénario, et la résistance disciplinée indique que l'attaque était attendue. Au cœur du palais, Ibrahim Traoré ne demande ni le nombre d'hommes ni leurs armes. Il pose une question qui glace tout le couloir. Qui, parmi les siens, a ouvert la porte? À 3h15, une marée de civils franchit le périmètre et le pouvoir cesse d'être un bunker pour devenir une présence. Ce récit ne cherche pas à glorifier une nuit de violence ni à fabriquer un mythe politique. Il promet autre chose: comprendre avec précision comment une tentative de prise de pouvoir s'est transformée en test national de légitimité. En suivant les faits issus du récit source, l'objectif est d'examiner ce que cette séquence révèle sur l'État, sur ses fragilités internes et sur la capacité d'une société à inverser un scénario écrit contre elle. Pour le spectateur, le bénéfice est clair: lire le pouvoir là où il se déplace réellement. Au centre de cette histoire se trouve Ibrahim Traoré, non comme figure isolée, mais comme point de convergence d'intérêts, de loyauté et de ruptures accumulées. Si l'attaque avait réussi, le Burkina Faso aurait basculé vers un retour rapide à des dépendances anciennes. Si elle échoue, ce n'est pas par hasard, mais par une chaîne de décisions et de réactions mesurables. L'enjeu dépasse donc un homme et une nuit. Il concerne la frontière entre autorité formelle et légitimité vécue, entre contrôle par la peur et adhésion collective. C'est cette frontière, souvent invisible, que la suite va mettre au jour, étape par étape, sans extrapolation ni embellissement. À 3h15, moins de 30 minutes après le premier tir, le plan a déjà changé de camp. Ce basculement n'est pas militaire mais social. Une variable absente des calculs initiaux rend l'opération imprévisible. À retenir, l'attaque n'a pas échoué par manque de feu, mais par excès de certitude chez ses auteurs. Le récit source décrit une mécanique classique de coup d'État: surprise nocturne, confusion des unités, élimination rapide du centre politique, puis annonce radiophonique au lever du jour. Cette mécanique repose sur une hypothèse simple: la population reste immobile tant que la hiérarchie armée semble décider. Or, dans cette nuit précise, cette hypothèse se fissure. Les communications cryptées surveillées depuis des semaines neutralisent l'effet de surprise, et la résistance interne au palais indique que l'État n'est pas désorganisé comme prévu. Ibrahim Traoré apparaît alors dans une position singulière. Il ne fuit pas, ne négocie pas et ne cherche pas un exfiltration symbolique. Sa posture, décrite sans emphase, révèle une compréhension froide de l'enjeu. Céder l'espace politique équivaut à céder la légitimité. Cette lecture explique une décision clé: gagner du temps plutôt que chercher la victoire immédiate. Le contexte burkinabé amplifie cette dynamique. Depuis des années, l'insécurité, l'inflation et la défiance envers les élites ont déplacé la notion d'autorité hors des institutions visibles. Les conspirateurs listent encore le pays comme une somme de casernes et de comptes bancaires. Une partie de la société, elle, le vit comme un espace de survie partagé où la politique est déjà descendue dans la rue. Lorsque les premières silhouettes civiles apparaissent autour du palais, il ne s'agit pas d'une mobilisation organisée, mais d'une réaction cumulative. Messages, rumeurs, certitudes partielles, en quelques minutes, l'idée que quelque chose se joue maintenant circule plus vite que les ordres militaires. Le silence de 2h47, présenté comme un avantage tactique, devient un signal d'attente collective. Ce moment répond à la question posée au début. Le pouvoir a basculé parce qu'il n'était plus seulement défendu, il était reconnu. Dans cette séquence, le récit se déplace du centre décisionnel vers ceux qui le rendent visible. Le récit source
ne suit pas un général ni un ministre, mais une série de figures ordinaires qui deviennent, sans coordination formelle, des repères. Un étudiant arrive avec un sac sur l'épaule. Un mécanicien garde une clé encore tachée de graisse. Une vendeuse de marché avance sans armes. Ces présences ne forment pas une force militaire. Elles forment un seuil moral. L'impact est immédiat et mesurable dans les comportements. Les assaillants, préparés à des angles morts et à des procédures, rencontrent une situation qu'aucun manuel n'anticipe: l'impossibilité de désigner une cible sans s'auto-disqualifier. Tirer devient politiquement coûteux avant même d'être tactiquement risqué. Cette hésitation n'est pas une faiblesse individuelle, mais un blocage collectif induit par la visibilité sociale. Ibrahim Traoré observe sans discours. La décision qui suit, décrite sobrement, consiste à ouvrir plutôt qu'à fermer. Ce geste n'est pas présenté comme héroïque, il est stratégique. Ouvrir transforme la défense en responsabilité partagée et dissout la ligne entre dedans et dehors. La protection cesse d'être un service rendu par des armes. Elle devient un engagement assumé par des corps présents. Deux micro-cas illustrent notre amitié sur l'effet domino. Dans la cour, des étudiants bloquent un passage en silence, bras croisés, ralentissant la progression sans provoquer l'escalade. À proximité, un groupe d'ouvriers détourne l'attention d'une unité armée par une simple occupation de l'espace. Dans les deux cas, le temps gagné compte plus que la force exercée. Autrement dit, quand la légitimité est visible, la violence perd sa clarté. Avant 2h47, la nuit est pensée comme un avantage. Le plan des conspirateurs repose sur une activation simple: frapper vite, isoler le centre politique, puis laisser l'inertie sociale faire le reste. Les rotations de garde sont connues, les angles morts cartographiés, les communications chiffrées supposées sûres. Dans ce schéma, la peur doit précéder toute analyse et l'obéissance suivre automatiquement. L'activation se fait donc par un signal bref, un tir sec, destiné moins à tuer qu'à annoncer l'irréversibilité du processus. Après le premier coup de feu, la mécanique commence pourtant à glisser. Les ordres circulent, mais ils rencontrent des silences inattendus. Certaines unités hésitent, non par manque d'instruction, mais parce que les signaux qu'elles reçoivent sont contradictoires. La résistance à l'intérieur du palais ne ressemble pas à une défense improvisée. Elle suggère une anticipation. Le temps, censé être compressé, s'étire, chaque minute supplémentaire fragilise l'illusion de contrôle. Le point culminant survient lorsque la rue entre dans l'équation. Vers 3h15, des groupes dispersés convergent sans coordination centrale. Agriculteurs, étudiants, ouvriers, aucune hiérarchie, aucun ordre formel. Ce mouvement n'est pas une charge, mais une avancée continue qui redéfinit l'espace. Les assaillants, préparés à une opposition armée, font face à une présence qu'ils ne peuvent ni disperser rapidement ni ignorer sans perdre toute légitimité. La cour du palais cesse d'être un théâtre militaire pour devenir un espace social exposé. C'est dans cette fenêtre que la décision d'Ibrahim Traoré prend tout son sens. Ouvrir les portes n'accélère pas la victoire, cela change la nature du conflit. La défense ne consiste plus à tenir un bâtiment, mais à accepter une coprésence risquée. Le calcul est clair, une guerre fermée favorise les armes lourdes. Une confrontation ouverte impose des coups politiques immédiats à l'usage de la force. Ce choix ne neutralise pas l'ennemi, il le contraint. Les répliques se produisent en chaîne. À l'intérieur, des officiers jusque-là indécis lisent la situation autrement. Ils ne protègent plus un homme isolé, mais une scène où la population est déjà engagée. À l'extérieur, les mercenaires tirent en l'air, puis au sol, sans effet dissuasif. L'hésitation devient visible, donc contagieuse. Une force armée qui doute perd l'initiative avant même de perdre des hommes.
Peu après, le centre de gravité se déplace. Tandis que l'attention reste fixée sur le palais, des unités loyales reprennent le contrôle de points stratégiques. L'arrestation du colonel Zongo, décrite comme rapide et sans échange de tirs, symbolise l'effondrement de l'autorité parallèle. Le contraste est frappant. Ce qui devait être une décapitation administrative se termine par une désagrégation silencieuse. La séquence complète révèle un renversement classique mais souvent sous-estimé. Les conspirateurs misaient sur la paralysie. Ils déclenchent une activation sociale. Ils cherchaient la vitesse, ils produisent de la durée. Ils comptaient sur la peur. Ils exposent leur dépendance à l'obéissance. Dans cet intervalle de quelques heures, la logique du coup d'État se retourne contre elle-même, laissant place à une dynamique que personne, au départ, n'avait pleinement intégrée. Avant cette nuit, l'hypothèse dominante était simple. L'argent et la surprise suffisent à décider de l'issue. Après l'échec de l'opération, les chiffres racontent autre chose. Ce sont précisément les flux financiers et leur interruption qui expliquent le basculement. Le récit source met en avant trois mesures clés suffisantes pour lire la séquence sans extrapolation. Un premier chiffre se détache 28 millions de dollars. C'est le montant présenté comme ayant été mobilisé pour soutenir l'opération dite du protocole du chaos. En baseline, ces salaires devaient assurer trois fonctions complémentaires: rémunérer des mercenaires, acheter des loyautés internes et financer une campagne de désinformation destinée à amplifier la confusion. En delta, ce même montant devient une preuve centralisée, traçable, qui expose non seulement l'ampleur de la tentative, mais aussi sa dépendance à des circuits financiers précis. Autrement dit, l'attaque n'était pas improvisée, elle était comptable. Un deuxième chiffre suit: 113 individus. C'est le nombre d'acteurs dont les avoirs sont gelés dans les heures qui suivent la révélation du registre financier. Avant, ces acteurs forment un arrière-plan intouchable, mélange d'anciens responsables, d'hommes d'affaires et de relais médiatiques. Après la décision, leur statut change. Le capital n'est plus un bouclier mais un indice. Le gel n'est pas décrit comme une sanction morale, mais comme une mesure de sécurité nationale visant à neutraliser la capacité de nuisance économique. Le delta est politique. La richesse cesse d'être neutre lorsqu'elle est liée à une tentative de déstabilisation. Un troisième chiffre complète 9 minutes. C'est le temps évoqué pour l'effondrement de l'autorité du colonel Songo au moment de son arrestation. En baseline, un officier clé d'un complot est censé tenir jusqu'à l'arrivée de renforts ou au moins négocier sa sortie. En delta, l'arrestation rapide, sans échange de tirs, indique que la chaîne de soutien a déjà disparu. Les chiffres temporels ici ne mesurent pas la vitesse d'une opération policière, mais la fragilité d'un réseau une fois privé de couverture sociale et financière. Ces trois mesures se répondent. L'argent explique la préparation, le gel explique la rupture, le temps explique l'effondrement. Ensemble, elles dessinent une logique cohérente. La tentative de coup d'État échoue non parce qu'elle manque de moyens, mais parce que ces moyens deviennent visibles puis vulnérables. Le récit source insiste sur ce point. La transparence forcée des flux transforme une manœuvre clandestine en dossier exploitable. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme l'arbitre unique que comme le déclencheur d'un changement de registre. La réponse n'est pas d'abord militaire, elle est financière et procédurale. En gelant les actifs plutôt qu'en multipliant les arrestations immédiates, l'autorité de transition vise le carburant plutôt que les conducteurs. Cette approche réduit le risque d'escalade armée tout en augmentant le coût de toute tentative de répétition. La lecture chiffrée permet aussi de répondre à la Ksire Anba, à la question laissée ouverte plus tôt. Pourquoi la mobilisation civile a-t-elle tenu? Parce que le scénario adverse dépendait d'une continuité économique qui a été rompue publiquement.
Une fois cette continuité brisée, la peur perd son efficacité. Les chiffres, ici, ne sont pas décoratifs, ils sont explicatifs. Ils montrent comment une attaque conçue pour étouffer un pays a révélé, par ses propres comptes, les leviers exacts de sa défaite. L'argument le plus solide des critiques tient en deux points. Premier point, geler des avoirs massivement et rapidement créerait un précédent dangereux, risquant d'affaiblir la sécurité juridique et d'inquiéter les acteurs économiques. Deuxième point, transformer une crise sécuritaire en affaire financière exposerait l'État à des représailles indirectes, notamment par la fuite des capitaux et l'isolement régional. Pris ensemble, ces arguments décrivent un coût potentiel élevé, surtout pour un pays déjà fragile. La réfutation proposée par le Noah Dung Joy Tu ne nie pas ces risques, elle les hiérarchise. Sur le premier point, la mesure est cadrée comme une opération de sécurité nationale, non comme une réforme économique générale. Le gel vise des actifs explicitement reliés à une tentative de déstabilisation documentée par des traces financières. Autrement dit, la sécurité juridique n'est pas suspendue. Elle est déplacée vers un registre d'exception déjà prévu par les lois en vigueur. Le coût réputationnel existe, mais il est circonscrit par la publicité des motifs. Sur le second point, l'isolement est présenté comme une hypothèse conditionnelle plutôt qu'une conséquence automatique. Le raisonnement est simple. Une fuite de capitaux suppose des capitaux libres de circuler. Or, précisément, le gel neutralise les leviers immédiats de sortie. En outre, l'exposition publique des flux crée un effet dissuasif pour des partenaires qui ne souhaitent pas être associés à un dossier de trahison documenté. Le risque se déplace, mais il ne s'amplifie pas mécaniquement. Un autre contre-argument évoque la personnalisation du pouvoir. En agissant vite, l'autorité de transition renforcerait l'image d'un leadership centralisé. La réponse tient dans la séquence même des faits. La décision s'appuie sur des éléments collectés par des services, validés par des procédures et relayés publiquement. Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme l'unique source de légitimité, mais comme l'agent qui active un appareil déjà engagé. La distinction est cruciale pour comprendre la portée réelle de l'acte. Enfin, certains soutiennent que la mobilisation civile aurait suffi, rendant inutile une réponse financière lourde. Cette lecture omet un point clé. La rue a bloqué la prise du pouvoir, pas sa reproduction. Sans neutralisation des ressources, le scénario pouvait se répéter sous une autre forme. La réfutation est donc pragmatique. L'action financière n'efface pas le risque, elle en augmente le coût marginal. En somme, les critiques identifient des dangers réels, mais le Noah, Dung, Joy, tout montre qu'ils sont moindres que ceux d'une inaction. La comparaison n'est pas entre une solution parfaite et une solution risquée, mais entre un risque contrôlé et une vulnérabilité persistante. Cette phrase placée ici change la lecture de toute la nuit. Le récit source montre que l'assaut armé n'était qu'un déclencheur destiné à ouvrir une phase plus silencieuse et plus durable. Une fois le centre politique neutralisé, la seconde étape devait frapper les systèmes vitaux. Énergie, banque, liquidité, information. L'objectif n'était pas de gouverner immédiatement, mais de créer une pénurie suffisamment aiguë pour rendre toute alternative acceptable. Cette révélation réoriente les indices précédents. Les communications chiffrées, le registre financier, la synchronisation des attaques périphériques ne servent pas seulement à coordonner des hommes armés. Ils préparent une asphyxie progressive. Dans ce cadre, la rue devient l'obstacle principal car elle empêche la transition rapide vers une normalisation factice du chaos. Tant que la population est visible et active, le scénario économique ne peut pas s'imposer sans coût politique massif.
Ibrahim Traoré apparaît alors comme un facteur d'interruption plutôt que comme un stratège omniscient. En refusant la fuite et en acceptant l'ouverture, il maintient une continuité symbolique qui empêche le basculement vers l'invisible. Le pouvoir reste exposé, donc contestable, mais aussi défendable collectivement. La révélation centrale est donc double. D'un côté, le coup d'État échoue parce qu'il est trop dépendant d'un calendrier économique précis. De l'autre, la mobilisation civile ne bloque pas seulement des armes, elle retarde suffisamment la manœuvre financière pour la rendre détectable puis attaquable. À partir de ce point, la crise cesse d'être une question de nuit et devient une question de structure. Pour l'État, la conséquence immédiate est un déplacement du centre de gravité institutionnel. La tentative avortée révèle des failles, mais elle active aussi des leviers rarement utilisés à découvert. Le gel coordonné des avoirs et la communication publique des motifs redéfinissent que la notion de sécurité nationale. Elle ne se limite plus aux frontières et aux casernes, elle inclut les circuits financiers et informationnels. Cette extension du périmètre impose une charge nouvelle à l'administration, sommée de documenter, d'expliquer et de mesurer ses actes. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un décideur solitaire, mais comme l'interface visible d'une chaîne procédurale rendue publique avec un coût politique assumé. Pour l'économie, l'effet est ambivalent. À court terme, l'incertitude augmente. Banques vigilantes, acteurs privés attentistes, ralentissement de certaines transactions. Mais le Noadung Joitu souligne un second mouvement moins visible, la clarification des risques. En identifiant des flux liés à une tentative de déstabilisation, l'État sépare l'activité économique ordinaire d'un usage politique du capital. Cette séparation, si elle tient dans la durée, réduit l'aléa moral. Les entreprises non impliquées gagnent en lisibilité, tandis que les réseaux opaques voient leurs primes de discrétion diminuer. L'impact n'est pas une croissance immédiate, c'est une requalification des risques. Pour les citoyens, la conséquence la plus tangible est symbolique avant d'être matérielle. La nuit décrite n'est pas l'histoire d'une foule héroïsée, mais d'une visibilité assumée. Être présent, c'est refuser l'invisibilisation sur laquelle reposait le scénario adverse. Cette présence a un coût émotionnel et physique, mais elle produit un effet durable. La conviction que l'action collective peut infléchir des décisions réputées hors de portée. Le récit source insiste sur ce point sans lyrisme. La peur recule quand elle cesse d'être privée. Dans les jours qui suivent, cette dynamique se traduit par des initiatives locales de vigilance et par une attention accrue au discours public. Pour la région, enfin, l'épisode fonctionne comme un signal. Les États voisins observent un précédent où une tentative de changement de régime est contrée non par une surenchère militaire, mais par une combinaison de mobilisation sociale et de mesures financières ciblées. Ce signal a deux lectures possibles. La première y voit un risque de contagion susceptible d'inspirer des réponses similaires ailleurs. La seconde y voit une stabilisation relative. Rendre coûteuses les manœuvres clandestines réduit leur attractivité. Dans les deux cas, l'événement modifie les calculs régionaux. L'ensemble de ces conséquences répond à la révélation centrale. Lorsque le plan est économique, la réponse doit l'être aussi, sans cesser d'être politique. La nuit ne s'achève pas par un retour à la normale. Elle ouvre une phase où chaque acteur réévalue ses marges. Le pouvoir n'est pas seulement sauvé, il est redéfini par ce qu'il accepte de montrer et de mesurer. Dans le scénario de base, dans cette trajectoire, l'État consolide les mesures prises sans accélération brutale. Les gels d'avoirs sont maintenus, documentés, puis progressivement judiciarisés. L'appareil administratif absorbe la charge de preuve et stabilise ses procédures. La rue se démobilise partiellement, non par désintérêt, mais parce que la visibilité n'est plus requise en continu.
L'économie reste prudente. L'activité redémarre par secteur avec une préférence pour les circuits traçables. La sécurité demeure tendue, mais les tentatives de déstabilisation deviennent plus coûteuses. Si cette condition tient, l'autorité gagne en prévisibilité, sans retour à une normalité antérieure. Dans un scénario optimiste, ici, la transparence forcée produit un effet d'entraînement. Les enquêtes financières débouchent sur des décisions judiciaires lisibles, ce qui réduit l'incertitude juridique. Les acteurs économiques ajustent leur comportement et réallouent des capitaux vers des projets perçus comme moins risqués politiquement. La coopération régionale s'améliore à mesure que les flux illicites sont identifiés et contenus. La mobilisation citoyenne se transforme en participation civique structurée. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est plus seulement associé à une nuit de crise, mais à une transition vers des règles explicites, ce qui renforce la légitimité sans nécessiter une présence constante de la rue. Dans un scénario dégradé, ce scénario repose sur une condition inverse, l'enlisement. Les procédures s'allongent, les décisions tardent et les gels deviennent sans des symboles sans suite claire. L'incertitude s'accumule, alimentant des discours de peur et des stratégies des fierpinji d'évitement économique. Les réseaux visés se recomposent à l'extérieur des radars initiaux et la pression sécuritaire augmente sans gain net. La population sollicitée trop souvent se replie. Dans cette configuration, le coût politique de la crise dépasse ses bénéfices dissuasifs et le cycle de défiance reprend. Un point commun traverse les trois scénarios. Si la preuve avance, la stabilité suit. Si la preuve stagne, le risque revient. La recommandation de lecture est donc simple. Observez moins les déclarations et davantage les délais, les documents publiés et la cohérence entre annonces et suites concrètes. C'est dans cet écart, souvent discret, que se jouera l'issue à moyen terme. À ce stade, l'histoire cesse d'être seulement institutionnelle et touche des cercles plus proches. Pour un citoyen ordinaire, l'effet premier n'est ni un décret ni un chiffre, mais un déplacement de perception. La nuit décrite a montré que la passivité n'est pas un état naturel, elle est souvent induite par l'opacité. Lorsque les mécanismes deviennent visibles, même partiellement, l'espace de choix s'élargit. Cela ne signifie pas que chacun devient acteur politique permanent, mais que le seuil d'attention se déplace. Pour les travailleurs et les petits entrepreneurs, l'enjeu est pragmatique. L'incertitude pèse sur l'activité quotidienne, mais la clarification des risques offre aussi un repère. Savoir ce qui est visé, pourquoi et selon quels critères permet d'ajuster des décisions concrètes. Différer un investissement, privilégier des circuits transparents, éviter des intermédiaires à réputation ambiguë. Le récit source suggère que cette lisibilité, même imparfaite, réduit l'angoisse diffuse plus efficacement que des promesses générales. Pour les jeunes et les étudiants, la séquence agit comme un apprentissage accéléré. La politique n'apparaît plus seulement comme un affrontement lointain entre élites, mais comme une interaction entre présence, information et timing. Voir que des décisions peuvent être infléchies sans hiérarchie formelle réécrit la carte mentale de l'engagement. Cela ne produit pas nécessairement une mobilisation durable, mais une vigilance accrue face aux récits simplificateurs. Pour ceux qui observent, depuis l'extérieur, enfin, l'histoire pose une question de méthode. Comment lire un pays sans réduire ses dynamiques à des catégories toutes faites? La réponse implicite est d'accepter la complexité. Une crise peut être à la fois sécuritaire, financière et sociale sans qu'un seul angle suffise. Ibrahim Traoré, dans ce cadre, n'est ni un symbole abstrait, ni un détail anecdotique. Il est un point de convergence à analyser, pas à idolâtrer. Deux gestes simples émergent pour le spectateur. D'abord,
distinguer fait, interprétation et projection, surtout quand l'émotion est forte. Ensuite, suivre les suites concrètes plutôt que les moments spectaculaires. L'engagement commence souvent là où l'attention se maintient après la crise. La suite logique décrite par le Noé Dung Joy Tsu n'est pas un retour au calme immédiat, mais une séquence opératoire en plusieurs étapes, chacune mesurable. Qui agit d'abord? Les services d'enquête financière et judiciaire sous supervision civile avec un mandat précis et public. Leur rôle n'est pas d'élargir indéfiniment le champ, mais de consolider les dossiers déjà ouverts à partir des traces identifiées. Que faire ensuite? Transformer les gels d'avoirs en procédures contradictoires avec inventaire, notification formelle et calendrier annoncé. La clarté procédurale réduit l'arbitraire perçu. Quand agir, le calendrier compte autant que la décision. À court terme, l'objectif est la stabilisation des preuves et la prévention des fuites résiduelles. À moyen terme, l'enjeu est l'audience publique des cas les plus étayés afin de fixer des repères jurisprudentiels. Et pour mesurer, l'essentiel est le suivant: délais respectés, documents publiés, décisions motivées, voies de recours explicites. Ces indicateurs simples permettent de vérifier la cohérence entre annonce et exécution. Une seconde ligne concerne l'information. Qui? Les autorités de communication institutionnelle, appuyées par des relais indépendants. Quoi? Publier des synthèses factuelles régulières, sans dramatisation, pour éviter le vide informationnel. Quand? À intervalles fixes plutôt qu'au rythme des rumeurs. Comment mesurer? Cohérence des messages, correction publique en cas d'erreur, traçabilité des sources citées. La troisième ligne est sociale. Qui? Collectivités locales, associations, syndicats. Quoi? Canaliser la vigilance citoyenne vers des mécanismes d'alerte non violents. Quand? En continu, mais sans mobilisation permanente. Comment mesurer? Participation volontaire, baisse des incidents liés à la désinformation, qualité des remontées. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme le garant d'un tempo, pas comme l'auteur unique. La réussite dépend moins d'un geste décisif que de l'alignement durable entre procédure, information et participation. Si cet alignement tient, la crise se transforme en norme de responsabilité. Le motif introduit plus tôt revient ici, sans emphase, une porte ouverte au moment où l'histoire attendait une fermeture. Ce détail matériel résume la bascule. Il rappelle que, dans cette nuit, le pouvoir ne s'est pas affirmé par la force maximale, mais par l'acceptation du risque partagé. Le récit source ne romantise pas ce choix. Il le replace dans une continuité plus longue, marquée par des cycles de trahison et de répétition. La mémoire collective burkinabé porte encore l'ombre de 1987 lorsque l'élan révolutionnaire s'est brisé de l'intérieur. Cette ombre agit comme une mesure implicite. Survivre n'est pas suffisant, il faut durer autrement. C'est là que la figure d'Ibrahim Traoré réapparaît, non comme un héritier mythifié, mais comme un point de comparaison inévitable. La question n'est pas de savoir s'il incarne un destin, mais s'il peut contribuer à rompre une logique. Le rappel émotionnel tient dans ce contraste. Autrefois, la solitude du sommet rendait la chute probable. Cette fois, la présence collective modifie l'équation. Elle ne garantit rien, mais elle déplace la responsabilité. Le chef n'est plus seul face à l'ambition de ses pairs. Il est observé, soutenu et aussi contraint par ceux qui se sont rendus visibles. La phrase ouvrir plutôt que fermer cesse alors d'être un geste ponctuel. Elle devient un critère de lecture pour la suite. Chaque décision future sera évaluée à l'aune de cette cohérence. Exposition ou opacité, partage ou repli. Le rappel final n'est pas une promesse, c'est une exigence silencieuse, adressée autant au pouvoir qu'à ceux qui l'ont empêché de tomber cette nuit-là.
La séquence racontée ne se referme pas sur une victoire nette, ni sur une certitude confortable. Elle laisse une société devant un choix discret mais durable. Observer, participer ou détourner le regard lorsque la tension retombe. Le récit source suggère que l'enjeu n'est plus seulement de réagir aux crises, mais de maintenir une attention informée dans les périodes moins spectaculaires. C'est souvent là que se décident les retours en arrière. Pour ceux qui suivent cette histoire, l'invitation est simple et non prescriptive. Continuer à poser des questions sur les suites concrètes, sur les délais, sur la cohérence entre annonce et acte. S'intéresser aux procédures plutôt qu'aux slogans. Comparer ce qui est promis avec ce qui est publié. Cette vigilance n'exige ni unanimité ni adhésion, seulement une constance. Ibrahim Traoré, comme tout dirigeant dans un moment charnière, restera exposé à des lectures contradictoires. L'essentiel est peut-être ailleurs, dans la capacité collective à ne plus laisser les décisions majeures se dissoudre dans le silence. À partir de maintenant, une question demeure ouverte sans réponse immédiate. Comment une société transforme-t-elle une nuit de rupture en habitude de responsabilité une fois que l'urgence a disparu?